Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, on va parler comme d'habitude de ces gens qui ont décidé de sauver la planète en vandalisant les œuvres d'art. Voilà. C'est d'un courage extraordinaire. C'est-à-dire que ces gens-là, armés effectivement du sceptre du camp du bien, bien sûr, ils sont de bon côté, là, ils sont des écolos radicaux. Eh bien, ils ont dit, on va faire des actions symboliques. Donc, ils entrent avec un courage extraordinaire. Ces Jean Moulin avant, ils entrent dans les galeries, ils entrent dans les musées, et eh bien, ils jettent soit de la soupe, soit des couleurs, soit n'importe quoi sur des tableaux. Voilà. Donc, effectivement, ils avertissent évidemment des quelques paparazzis ou quelques journalistes, et ça fait le buzz, comme on dit, le buzz. C'est ce mot immonde. Et voilà, c'était à la Galerie des Glaces de Versailles, deux activistes du collectif Riposte Alimentaire. C'est intéressant, Riposte Alimentaire. C'est quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec les œuvres d'art, la riposte alimentaire? Voilà, ils s'en sont pris donc à la Galerie des Glaces. Ils ont jeté de la poudre orange dans la Galerie des Glaces. Quel courage, mais vraiment, les résistants en France de 40-44, c'était de la rigolade avec ces rigolos, par rapport à ces rigolos. Alors ils ont été interpellés, ils ont été libérés, ils seront présentés au tribunal, tout va bien. On leur fera des travaux d'intérêt généraux, c'est-à-dire qu'on leur demandera de colorier peut-être quelques papiers, voilà. Et alors qu'est-ce qu'ils disent? C'est ça qui est très beau. La Galerie des Glaces, c'est l'indécence d'une minorité qui s'accapare le pouvoir et l'argent pendant que le peuple crève la faim. 350 ans après, rien n'a changé. Oui, bravo. Effectivement, est-ce que vous allez voir les vrais responsables de ceux qui touchent 800 € par mois, les vrais responsables qui font que Colombe est bénévole des Restos du Cœur et au RSA, les vrais responsables de ce qui se passe? Non, ça c'est un peu compliqué quand même. On va pas se salir les mains. D'ailleurs, ils ont les mains propres, évidemment, parce qu'ils n'ont pas de mains, bien sûr. Voilà, donc effectivement, et on va donc continuer. Et puis là, eh bien, il y a eu la soupe sur la Joconde, vous savez, en janvier dernier. Heureusement qu'il y avait une vitre au Louvre. Voilà, ça a été ça. Et puis, alors, dernier exploit, plus récent exploit, magnifique, le tableau L'origine du monde de Gustave Courbet, qui était au centre Pompidou-Metz, donc à Lens. Alors voilà. Donc là aussi, heureusement, il y avait une vitre. Ils ont tagué avec le mot MeToo écrit à la peinture sur la vitre. Une bauderie a été dérobée par la performeuse Déborah de Robertis, qui a revendiqué le geste. Voilà, le célèbre tableau magnifique qui est au musée d'Orsay en permanence, L'origine du monde, ce merveilleux tableau du sexe d'une femme fait par Gustave Courbet. Et ce que je veux dire quand même, parce que ça pose vraiment question, c'est-à-dire que ces mouches vont autour, tourneboules et volatiles au long d'une petite lampe qui s'appelle une œuvre d'art, un chef-d'œuvre d'art, et commencent à jeter leur petite défécation là-dessus. C'est ça la révolution? C'est ça protéger la planète? C'est ça lutter contre la misère du monde? C'est ça alors qu'il y a des gens qui, eux, évidemment, aide les pauvres, aide effectivement les misérables, essaie de se battre. Et c'est ça que vous faites. Alors voilà, ça fait un petit truc, on est content, on visite les musées, on jette sa petite semence grotesque. C'est tout ça. Et franchement, il y a un côté... Alors voilà, on fait des performances, ça s'appelle des performances, effectivement. Voilà, très bien. Et que ce soit des performeuses, que ce soit des militants, vous savez, comme ceux qui mettent les mains dans qui bloquent les autoroutes. Encore ça, je peux comprendre. Mais encore une fois, choisir comme terrain de bataille les musées, les musées et le château de Versailles. Mais vous savez, il faut aller plus loin à ce moment-là.
Pourquoi vous ne rasez pas le château de Versailles? Pourquoi vous ne déposez pas des bombes au Louvre? Non, mais allez plus loin. Ah oui, mais ça poserait des problèmes. Il y aurait des réactions, il y aurait des sanctions un peu plus graves. Alors non, on va se contenter de faire nos petits jets comme ça, de faire en effeuillant la marguerite morbide de votre petite résilience. Quelle tristesse, franchement, quelle tristesse qu'on en soit là, au degré zéro des neurones, au degré zéro de la comprenette, au degré zéro de la réflexion et surtout au degré zéro de l'ignorance crasse de toute culture. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous connaissez tous ce générique, c'était Apostrophe, bien sûr, Apostrophe, l'émission phare, l'émission culte de Bernard Pivot, qu'il a animée de 1975 à 1990. Et ensuite, effectivement, il a fait Bouillon de culture, tout à fait, même émission Bouillon de culture, avec qui n'était pas seulement consacré au livre. Et d'ailleurs, en 2001, l'historien Pierre Nora qualifie le départ de Bernard Pivot de la télévision de deuil national. Effectivement, Pivot, c'était un transmetteur, c'était un passeur, c'était quelqu'un qui vraiment donnait avec quelques personnes, effectivement, très brillantes, qui recevaient 4 ou 5 invités chaque semaine. Et il y avait en direct, c'était en direct, je rappelle, c'était ce monde des livres, c'était les livres du monde, il a reçu, mais tout ce que la littérature internationale compte d'écrivains. Les très grands, Solzhenitsyn, Gabriel Garcia Marquez, Charles Bukowski, le soulard éclairé, le soulard magnifique, le perdant magnifique, et ça allait de Modiano à tout le monde, les philosophes, les pseudo-philosophes, les nouveaux philosophes, mais aussi bien les essayistes, les pamphlétaires, tous sont passés par celui qu'on appelait le roi Lyre, L-I-R-E bien sûr. Et je voudrais vous raconter quelque chose qui s'est passé moi aussi. Il a écrit une 40aine de livres. Je suis passé chez Pivot, mais je suis passé chez Pivot pour quelque chose de très spécifique. Je suis passé 2 fois chez Pivot, une fois en 1977 et fin 77 et une fois à fin 83. Pour des livres que j'avais écrits sous pseudonyme. Le premier, c'était Philippe de Comines. Ça s'appelait Les 180 jours de Mitterrand. C'était une politique fiction, effectivement, qui racontait, c'était au moment, en 78, où on pensait que la gauche allait gagner les législatives. Et donc, j'avais composé le ministère de Mitterrand, et ce qui passait les 6 mois de Mitterrand, Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Et je vous dis, allez, petite atteinte à ma traditionnelle et proverbiale modestie, je dois dire que j'avais fait les gouvernements Mitterrand, et en 81, la moitié des ministres que j'avais placés, effectivement, étaient exacts, que Mitterrand avait recruté, en tout cas, c'est pas parce qu'il m'a lu. Et notamment Jacques Lang, auquel personne ne pensait. En 77, je l'avais nommé ministre de la Culture du gouvernement Mitterrand. Et puis 83, ça a été effectivement l'épisode Caton, où je m'étais fait passer pour un aristocrate giscardien qui regarde passer la gauche au bout de 2 ans en disant « Ne vous inquiétez pas, la gauche va servir le capitalisme aussi bien que la droite et avec encore plus de zèle. » Et je crois que c'est ce qui s'est un peu passé aussi. Et pendant 1 an, tout le monde s'était posé la question de savoir qui était Caton. Et en décembre 83, je vais à l'émission de Bernard Pivot, et voici comment il avait présenté l'émission. Écoutez Bernard Pivot, nous sommes en décembre 1983. Et la chasse au Caton a commencé. Qui était Caton? Tout le monde se le demandait, aussi bien dans les salles de rédaction que dans les dîners en ville. Alors, on a annoncé des tas de gens. Je vous en donne une liste. Il y en avait des dizaines. On a dit que c'était Marie-France Garot, que c'était Pierre Juillet, que c'était Michel Jobert, Bernard-Henri Lévy, François Giroud, Catherine Ney, Albin Chalandon, ensemble, Olivier Stirn, Georges Suffert, Dominique Jamais, Serge July, Jean-Philippe Leca, Alain de Benoît, et même Daniel Cohn-Bendit. Enfin, il y en avait beaucoup, beaucoup. Alors, ce qui était certain, ce qui apparaissait certain à tout le monde, c'était soit un homme politique, c'était soit un journaliste politique ou soit un haut fonctionnaire. Ce qui était certain, c'est qu'il connaissait bien le sérail, qu'il connaissait bien l'économie. Et puis, le même Caton a récidivé il y a quelques semaines, toujours aux éditions Fayard, en publiant un ouvrage intitulé « De la Renaissance ». Et à ce moment-là, j'ai appris qu'il acceptait de venir à Apostrophe, et c'est pourquoi je vous présente donc Caton. Qui êtes-vous, monsieur Caton ?
Je m'appelle André Berkoff, je suis écrivain, journaliste, être vivant. C'est ça, mais alors vous n'êtes ni un homme politique, ni un haut fonctionnaire, ni un journaliste politique. Je n'ai jamais occupé un siège au Parlement, je n'ai jamais été fonctionnaire dans une administration et je n'ai jamais été économiste. Voilà, et ça a duré pendant 1 heure, je me rappelle, c'était assez croquignolé parce que, effectivement, c'est très intéressant. Vous savez, c'est une expérience, quand on parle de vous, parce que ça avait eu un très gros succès, et tout le monde parlait de Caton et du livre de la Reconquête. D'ailleurs, comme par hasard, j'avais appelé le premier livre de la Reconquête, je ne savais pas qu'il y a un parti politique qu'ils allaient appeler 40 ans après Reconquête, et mon second livre, c'était de la Renaissance, et je ne savais pas que 40 ans après aussi, un parti politique, ça allait s'appeler Renaissance, voyez. Et puis, tout le monde se posait la question, c'était l'auberge espagnole du fantasme, qui était Caton, et je dois dire que ça a été quand même une des expériences les plus amusantes de ma vie, parce que quand on parle de vous, à table, dans les dîners, en ville ou ailleurs, sans savoir que c'est vous, et on commente, et que vous êtes là, vous dites, ah oui, c'est vrai. J'avais des journalistes qui me disaient, par exemple, c'est évidemment Catherine Ney et Albin Chalandon. Ah, je dis pourquoi? Il dit Catherine Ney, ça commence par 4, Albin Chalandon, ça finit par on, donc Caton. J'ai dit oui, c'est évident, ça me paraît effectivement frapper au coin du bon sens. Voilà, on a vécu quelque chose de très étonnant, parce que je racontais comment il fallait attaquer le franc pour que la droite revienne, effectivement, et alors, ça a été un grand chose, je pourrais vous raconter beaucoup, mais Pierre Mauroy, qui était Premier ministre, avait demandé des policiers des renseignements généraux de savoir qui était ce Caton. On avait vraiment, avec Claude Durand, le PDG de Vaillard, gardé très très bien le secret. Et en fait, ils sont allés un peu partout, et puis ils ont remis une note blanche à Pierre Mauroy, on dit, on sait qui c'est Michel Jobert. Ah bon? Et quand on a téléphoné à Michel Jobert, il a pas dit non. Il a pas dit non, il a rien dit. Il a dit je ne peux rien dire. Voilà, c'est ça quand il se passe quelque chose, et c'était très intéressant parce que c'était le miroir de la France des années 80, où quand il y a eu le grand retournement, le retour au libéralisme après 1 an de nationalisation, et voilà, c'était ce livre-là. Et rendons hommage à Pivot, parce que Pivot était sur la brèche, sur la ligne de fête. Il s'occupait de littérature, il s'occupait des livres qui font effectivement, qui font miroir, qui font effet, et hommage à Pivot. Tout de suite, le face-à-face d'André Berkoff avec Christophe et Hoche Duval pour son livre « L'inflation normative » paru chez Plon. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.